Bonjour et bienvenue à ce workshop consacré à la législation et l'AML. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de législation proprement dit, mais l'idée ici, c'est vraiment de vous montrer quels sont les outils qui sont à disposition d'Embryo pour vous aider à remplir vos obligations légales et à remplir les exigences du secteur. On les a un petit point sur l'agenda. On les a répertoriés, ces outils, en tout cas par rapport aux obligations légales relatives aux preneurs, les obligations légales relatives au contrat et le scoring AML, donc les mesures, le niveau de risque de votre client par rapport à l'anti-blanchiment. Donc 3 gros chapitres et je vous propose de démarrer tout de suite. Allons voir les outils par rapport aux obligations légales du preneur. Alors, au niveau du preneur, on a 3 points. Donc, la première obligation légale concerne la fiche client et d'Embryo, bien, avec l'aide de vos fédérations, on a mis un document à votre disposition, un document que vous pouvez faire compléter par votre client, donc c'est la fiche légale. Vous avez une obligation de suivi des clients, c'est-à-dire que vous êtes amené et vous devez pouvoir justifier de l'ensemble des actes de gestion que vous réalisez dans un dossier. Et puis vous avez aussi une obligation quant à l'information régulière vers vos clients. Donc 3 points que l'on va tout de suite regarder. La fiche client, c'est un document essentiel. Donc, il a été fait avec vos fédérations. Donc, il est validé par les juristes de vos fédérations. Donc, ça veut dire que Portiman ne modifie jamais une lettre sans validation des fédérations. La fiche client, vous devez la faire signer. Donc, elle doit être signée par le client. C'est un document important parce qu'elle vous préserve de certaines choses. Vous avez les informations relatives à votre bureau, mais vous avez aussi les informations concernant l'accord du client sur le fait de pouvoir traiter ses données médicales ou pénales. Mais c'est aussi important parce que c'est un document qui valide le mode de communication que vous allez avoir avec votre client. Et donc ici, une petite nouveauté qui est déjà en place depuis quelques mois, mais que je vais vous rappeler ici, par rapport au mode de communication. Donc la fiche client, quand vous êtes dans votre dossier preneur, vous voyez tout de suite ici fiche client, le bouton qui est en rouge parce qu'il me dit que le client n'a pas encore de fiche client. La fiche client, vous pouvez, alors on va aller la préparer et puis normalement vous devez la faire signer. Soit la faire signer au bureau si vous êtes face à face avec le client au moyen de sa carte d'identité, pour autant qu'il connaisse son code PIN évidemment. Soit vous allez utiliser la signature digitale et demander la signature via Connective Nitro, soit si le client ne connaît pas par exemple son code PIN et qu'il est face à vous, vous pouvez encore imprimer le document, le faire signer manuellement et le re-ranger en Embryo par la suite. La fiche client, vous pouvez l'émettre, la préparer à partir de différents endroits. Donc vous allez arriver toujours à la même fenêtre, mais donc en cliquant sur le bouton fiche client pour la générer. Vous pouvez aussi aller dans le petit bouton qui reprend tous les documents légaux et créer fiche client à partir d'ici. Ou alors, vous pouvez encore aller dans les documents, dans le petit onglet documents qui reprend les documents essentiels ou en tout cas principaux dans votre Embryo et vous avez aussi un lien ici qui vous permet de faire la fiche client. Je vais partir d'ici, ça semble le plus simple. Je vais cliquer sur le bouton et je vais avoir la fenêtre qui s'ouvre avec le bon document qui est déjà présélectionné. Vous avez toujours dans votre Embryo la dernière version, donc automatiquement Portima met cette dernière version à jour chez tous les courtiers. Donc document validé par les fédérations. Si vous avez le client au téléphone ou qu'il est face à vous, vous pouvez déjà lui demander ses préférences en matière de communication, son mode de communication. Et c'est ça qui est nouveau, en fait, dans la dernière version, qui est déjà en production depuis un petit moment. Auparavant, si vous vous rappelez, le mode de communication était un petit peu forcé, donc on mettait par défaut que c'était le mode de communication électronique et il n'y avait pas de case à cocher. Donc le client, s'il n'était pas d'accord avec ça, il fallait
en quelque sorte barré où il devait explicitement mentionner qu'il voulait une communication sur papier. Dans la dernière version, on a adapté ceci et donc vous avez maintenant la possibilité pour le client de cocher explicitement soit le support papier, soit le support électronique. Et donc, évidemment, on conseille vivement le support électronique puisque sinon, vous savez que pour chaque offre, chaque proposition, chaque comparaison de tarifs, vous êtes censé imprimer toutes les conditions, tous les documents qui sont relatifs, ça fait beaucoup de papier. Donc, support électronique, si le client n'est pas face à vous, il cochera sur sa fiche client. Au niveau de la vie privée, bien vous avez la possibilité de lui demander donc le droit de traiter les dossiers, les données médicales, les données pénales, son souhait de recevoir de la communication au niveau marketing. Il peut indiquer via quel canal il a eu connaissance de votre bureau, donc via des connaissances, via Internet, etc. Et puis, important, l'autorisation de consultation. Donc, c'est bien le mandat qui concerne l'autorisation de consultation des données, pas de modification. Mais vous allez retrouver ici, le preneur autorise et vous allez retrouver ici les relations personnes physiques du preneur qui sont encodées en Brio pour autant qu'elles aient une adresse email. Donc, il peut autoriser, par exemple ici, sa conjointe à consulter les données. Maintenant, je peux encore faire la distinction et dire il peut consulter tous mes contrats, donc l'ensemble des contrats, oui. Si je dis non, eh bien à ce moment-là, il devra, on peut encoder les contrats spécifiquement que le conjoint peut consulter. Donc, preuve légalement valable, eh bien, la fiche client, vous pouvez dire oui, la fiche client est un document qui est une preuve légalement valable du mandat, donc de l'accord explicite de consultation des données. Et donc, vous retrouvez ici l'adresse email. Donc, vous visualiserez les relations pour autant qu'il y ait une adresse email dans le dossier. Je vais cliquer sur OK. Donc là, je prépare le document. Si le client est face à moi, donc Brio est en train de le préparer. Si le client est face à moi, il va ouvrir une fenêtre. Voilà, la vue, je me retrouve avec la vue des documents à signer et ma fiche client à la date du jour. Avec le petit menu hamburger, vous avez la possibilité d'imprimer. Donc ça, c'est ce que je disais, le client est devant vous, mais il connaît pas son code PIN. Eh bien, vous pourriez tout aussi bien lui envoyer le document à signer et lui montrer la procédure par Connective Nitro. Donc, s'il a son smartphone, il pourrait signer avec un code mail, mais vous pourriez tout aussi bien imprimer, le faire signer manuellement et réintégrer le document en Brio. Vous pouvez signer avec la carte d'identité et pour autant que le client connaisse son code PIN, ou vous pouvez demander la signature donc via notre système de signature électronique donc que vous connaissez probablement déjà. Vous définissez les possibilités de signature pour le client, donc par un code email, un code sécurisé à 6 chiffres qu'il va recevoir par email, par SMS, peut-être une possibilité par It's Me ou par la carte d'identité. Et donc, le client va recevoir un email et il y a toute une procédure. Donc, pour ça, vous avez d'autres tutoriels qui vous expliquent en détail la signature électronique. Et vous pourriez aussi, même si vous utilisez l'application Brio Mobile, donc l'application Brio pour les courtiers sur smartphone ou tablette, et si vous avez un lecteur, vous pouvez aussi, quand vous marquez le document à faire signer dans Brio Mobile, comme ça, quand vous vous rendrez chez le client, vous pouvez lui faire signer chez lui, à son domicile. Donc, je vais choisir de demander la signature. Voilà, donc la fiche client va partir à mon preneur. Je donne les possibilités par carte d'identité, par email, par SMS et j'envoie la demande de signature. Et donc, mon document est en attente d'une demande de signature. Alors, je vais refermer ma fenêtre. Je vais ouvrir mon volet PLOE et donc je vois que ma fiche client a bien le petit
logo, il y a une demande de signature qui est le petit sigle gris qui vous indique que le document est en attente de demande de signature. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose au niveau de la signature manuelle. C'est pour ça que je vais imaginer que le client finalement est devant moi mais il ne connaît pas son code PIN, donc je vais imprimer le document et je vais lui faire signer manuellement et je vais réintégrer ce document dans Brio. Et donc, je vais aller rechercher le document qui est scanné et signé sur mon PC. Donc, je vais aller dans mes documents. Ma fiche client est ici et je vais la signer. Donc, c'est bien un document. Alors, le type de document, vous devez bien mettre que c'est un type. Là, hop. Voilà, donc, fiche client signée, fiche client signée, fiche client signée de Monsieur Garcia. Et au niveau du type de document, il faut bien mettre que c'est la fiche client légale. Donc, c'est important au niveau de votre type de document pour que Brio puisse le considérer comme tel. Et ce que je vais mettre ici, donc bien sûr l'activité, je vais décocher ceci. Signature manuelle, et c'est ça ce que je voulais vous montrer. Vous devez cocher le document comme ayant une signature manuelle à la date d'aujourd'hui avec l'endroit du bureau. Bien sûr, l'activité vivement conseillée. Et donc, le bouton était bleu parce que j'avais une demande de signature en attente. Donc, au départ, il était rouge, je n'avais pas de fiche client. J'ai préparé le document, j'ai demandé la signature, il est bleu. Et donc, si maintenant que j'ai intégré le document signé, le bouton est devenu vert avec la fiche client et la date à laquelle j'ai fait cette fiche client. Donc, c'est un document important à faire signer dans tous vos dossiers clients. Alors, bien sûr, si vous avez un portefeuille, dites n'allez pas faire signer ça et demander la signature chez tous vos clients en même temps. Mais par contre, commencez déjà avec chaque nouveau client, c'est la première chose à faire. Lecture de carte d'identité et signature de fiche client. Maintenant, les clients qui sont existants et quand les contrats sont en cours et qu'il n'y a rien qui se passe, eh bien, dès que vous fournissez un conseil ou dès qu'il y a une modification dans un contrat, c'est l'occasion de faire signer la fiche client. Et pour le reste, il y a un petit tips dans votre Brio. Vous savez que vous disposez, toutes les versions de Brio ont la possibilité d'avoir sélection et rapport. En tout cas, même si vous êtes dans une version de base, vous avez à ce moment-là uniquement, c'est limité, mais vous avez quand même accès aux documents légaux. Et dans cet outil, donc sélection et rapport, que vous ouvrez via ce canal, je l'ai déjà ouvert pour vous à l'avance, vous avez une bibliothèque et dans cette bibliothèque, vous avez une sélection qui vous permet d'aller rechercher tous les clients qui n'ont pas de fiche client, de type fiche client légale. Donc, si je retourne dans la petite loupe ici, je vais avoir la bibliothèque. Voilà. Je clique sur le bouton bibliothèque et si je cherche fiche, et je vois que j'ai une sélection. Alors, elle est encore libellée Twin Peaks qui date, qui a un libellé de législation antérieure. Mais donc, liste des preneurs sans fiche client signée. Et donc, il suffit de cliquer sur OK. Les paramètres, les critères de sélection sont déjà pré-complétés. Il suffit d'exécuter la sélection avec les prospects oui ou non. Et donc, logiquement, les prospects, vous devez aussi faire signer cette fiche client dans les dossiers prospects. Et donc, vous allez avoir le résultat que vous allez pouvoir exporter en Excel. Et donc, c'est une manière de pouvoir travailler votre portefeuille et de faire morceau par morceau, d'aller récupérer les fiches clients signées. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est la première obligation et donc c'est ce premier outil qui est à votre disposition en Brio, c'est le document fiche client que vous devez faire signer impérativement. Deuxième chose, alors deuxième obligation est toujours au niveau des preneurs, c'est le suivi, donc le suivi client. Vous êtes censé pouvoir fournir un justificatif de l'ensemble des actes de gestion
que vous avez réalisé dans le dossier. Eh bien, dans Brio, vous avez un outil idéal pour ça, c'est le journal d'activité. Donc, le journal d'activité, vous savez, c'est un outil qui permet de garder une trace de tous les actes de gestion. Ça peut être voilà, une expertise dans le cadre d'un sinistre, ça peut être une offre, ça peut être un avenant au contrat, ça peut être un rendez-vous chez le client, ça peut être toute une série de choses, ça peut être l'envoi d'un email, l'envoi d'un courrier, un téléphone que vous avez reçu, etc. Et donc, on dit toujours un acte de gestion égale une activité. Une fois que c'est réalisé, ça se clôture. Dans le journal d'activité, il y a des activités qui se créent automatiquement quand vous envoyez un email en fonction de certains paramétrages. Vous avez la possibilité de créer vos activités de manière manuelle et donc aussi bien pour les conflits d'intérêts que pour si vous dérogez aux règles de l'AML. Enfin, vous avez toute une série de types d'activités différentes. Et quand j'utilise le journal d'activité, par défaut, dans un dossier client, j'ai l'ensemble des actes de gestion que j'ai réalisés et vous remplissez cette exigence du secteur. Alors, on retourne, je vais changer de client, un client qui a peut-être un petit peu plus au niveau des activités. Donc, quand je suis dans le dossier du client, j'ai la possibilité d'aller visualiser son journal d'activité. Donc, je vais cliquer sur le journal d'activité. Alors, par défaut, je vois les activités qui sont en retard et celles du futur. Je ne vois pas ce qui est déjà clôturé. Mais si je prends visualiser activité en retard, actuel, futur et clôturé, donc si je clique là, je vais déjà avoir plus d'activités. Maintenant, elles sont toujours ici liées au preneur. Mais si je veux l'ensemble du dossier, donc j'en ai 14, je vais pouvoir aller visualiser toutes les activités aussi bien au niveau de l'intervenant que du contexte contrat, que du contexte sinistre, que de l'objet de risque. Et donc, du coup, j'en ai 50. Et donc ça, c'est vraiment un historique de tout ce qui s'est passé, tous les contextes confondus, objet de risque, sinistre, contrat, intervenant, les téléphones, tous les types d'activités différentes. Et si j'utilise l'option export en Excel, donc vous allez avoir d'office un résumé de tous les actes de gestion et vous remplissez cette obligation légale. Alors, vous l'avez aussi ici, vous connaissez le petit sigle export en Excel. Alors, il faut savoir que si vous avez plusieurs pages, en prenant l'option ici, il va imprimer uniquement la page dans laquelle vous vous trouvez. Donc, toujours utiliser le menu Action, exporter en Excel et vous allez retrouver. Donc, vous allez avoir un layout qui est déjà prédéfini, mais vous pouvez retravailler pour fournir l'ensemble des actes de gestion triés par date, etc., par date de clôture, etc. Donc, je vais attendre qu'il ouvre voilà. Donc, le rapport du preneur filtré sur intervenant, contrat, sinistré, objet de risque, et vous avez la possibilité d'adapter ceci. Ça, c'était pour la deuxième outil, journal d'activité. Donc, on vous conseille vivement d'utiliser ce journal parce que même si vous remplissez le minimum, quand vous envoyez du courrier, il y a toute une série d'activités qui se créent en aveugle. Donc, vous êtes déjà en ordre par rapport aux actes de gestion. Troisième, je reviens à mon PowerPoint et troisième obligation, je les avais mis ensemble, c'est l'information régulière au client. Donc, vous devez pouvoir informer régulièrement votre client. Alors là aussi, dans Brio, vous avez différents outils à votre disposition. La première chose, c'est l'espace client. Vous pouvez donner accès à votre client à l'application MyBroker. Donc, vous savez, alors ça fait partie d'une autre formation et il y a des tutoriels qui vous expliquent ça et des formations en détail. Donc, vous invitez le client à se connecter à son espace client. Vous définissez vous-même ce qu'il peut consulter, donc ses informations, ses contrats, ses sinistres. Vous pouvez même donner accès à la consultation des activités et des documents. Les activités, à ce moment-là, vous devez avoir un libellé qui est clair et compréhensible pour le client. Mais donc, c'est vous qui choisissez ce que le client peut voir. Et de cette manière, c'est un canal de communication. Vous pouvez échanger et communiquer via cet outil MyBroker. Donc ça, c'est une première chose. Donc je ne vais pas
montrer MyBroker aujourd'hui, mais sachez que vous avez cet espace client. Mais par contre, dans Brio, même si vous n'utilisez pas l'espace client, ou en tout cas, vous avez aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les synthèses. Alors, quand je suis dans mon dossier preneur, via les petits pointillés ici, vous avez deux types de documents qui sont déjà à votre disposition dans Brio, soit la synthèse personnalisée, soit le résumé des contrats. Donc, je vais prendre la synthèse personnalisée. Donc, vous voyez que c'est un document qui va être envoyé dans la langue du client et le document que vous allez rechercher, en cliquant sur la petite loupe, vous allez voir que vous avez toute une série de documents différents. Alors, l'idée, c'est de fournir une synthèse du dossier. Donc, avec sinistre ou pas, si vous regardez le libellé, vous allez voir que vous avez sans sinistre ou avec le détail des sinistres. Et puis, vous avez, par exemple, une approche détaillée. Donc, il y aura plus d'informations et une approche d'abord contrat et puis objet de risque, ou éventuellement l'inverse, d'abord le véhicule et puis dessous je verrai le contrat PJ, le contrat RC, etc. ou par contrat. Donc ça c'est vous qui définissez. Je vais prendre une au hasard. Vous avez encore différents filtres que vous allez pouvoir indiquer. Donc est-ce qu'au niveau d'état des contrats, je prends uniquement les contrats en cours ou je prends aussi ceux qui sont à effet ultérieur, ou bien je veux tout. Je peux définir si c'est un PDF, c'est un document Word, si c'est visible dans l'espace client MyBroker, si je sauvegarde ça dans les documents liés. Donc, je vais ici le garder dans les documents liés. Je vais cliquer sur OK. Donc, j'ai un traitement batch. Le système va préparer ce document qui sera réalisé en PDF. Quand le traitement est non lu, je peux cliquer et je vais obtenir un document qui se présente comme ceci. Vous allez retrouver un résumé. C'est aussi une manière d'informer régulièrement votre client. Alors, autre document avec une autre présentation et qui est centré sur un résumé des contrats. Donc là aussi, vous avez un document donc avec une série de filtres que vous pouvez aller compléter. Et les documents, vous en avez 3, donc je vais en prendre un au hasard. Donc de nouveau, est-ce que je garde ce document lié? Est-ce qu'il est visible dans MyBroker? Pareil, donc je vais lancer et quand il est non lu, et vous allez voir, voilà, vous avez une autre présentation avec les garanties par contrat, le montant des primes, un résumé qui est peut-être plus, plus lisible pour le client si je veux me concentrer sur les contrats. Alors, à côté de ces synthèses personnalisées et résumés des contrats, vous savez que vous avez toujours dans votre dossier preneur, la possibilité d'imprimer les anciennes synthèses. Donc, c'était des synthèses fixes, figées. Les autres sont personnalisables, ça veut dire qu'on peut les adapter. Et donc, pour ça, n'hésitez pas à contacter Portima pour vous aider si c'était nécessaire. Ici sont des synthèses figées, voilà, que vous pouvez exporter dans Word aussi. Vous allez retrouver donc les contrats avec les garanties et il y a peut-être moins d'informations au niveau des primes, etc. Donc, attention que ma base de données n'est pas ultra complète au niveau de l'encodage, donc vous n'avez pas toujours les informations adéquates. Voilà, je pense que ce premier point au niveau des obligations légales liées aux preneurs et des outils qui sont à votre disposition en Brio, fiche client, journal d'activité, MyBroker, synthèse, donc tout ça vous permet de répondre aux exigences du secteur par rapport à vos preneurs. Je propose d'aller repasser dans le PowerPoint et de voir le deuxième point qui sont les obligations légales concernant les contrats. Alors, les outils au niveau des contrats, on va en parler, on a mis 2 points. Donc, premièrement, les fiches d'intermédiation. Donc, vous savez que les fédérations collaborent avec Portima et vous ont préparé 4 documents, 4 fiches d'intermédiation qui sont à votre disposition en Brio et qui sont ultra
complète. Donc, on va reparler un petit peu de ces fiches d'intermédiation. Vous avez aussi une obligation, d'habitude, on en parle si vous suivez la formation qui est à votre disposition dans MyPortima. On vous parle aussi d'une obligation qui est l'accès aux conditions générales de vos contrats. Donc ici, on ne l'a pas repris cette fois-ci parce que le temps est limité et que je ne peux pas parler de tout. Mais donc, sachez que dans les tutoriels et dans les formations, vous avez cette information par rapport à l'accès aux conditions générales. Donc, bien sûr que via MyBroker, si le lien vers les conditions générales sont mis dans votre contrat, le client pourra y accéder. Mais beaucoup plus simple est d'utiliser l'application, la plateforme secteur catalogue, dans lequel c'est une plateforme générale alimentée par les compagnies où vous allez retrouver tous les documents légaux, les conditions. Et donc, si vous mettez par exemple sur votre site web un lien vers ce secteur catalogue, ben, vous êtes déjà en ordre par rapport à cette obligation d'accès aux conditions générales. Mais aujourd'hui, on ne va plus parler des conditions générales, mais d'une nouvelle fonctionnalité qui a été récemment implémentée en Brio et qui concerne ce qu'on appelle un workflow, et le workflow concernant le renom. Donc, ce sera le deuxième point. Voilà, donc je propose de passer d'abord aux fiches d'intermédiation. Donc, je vais trop vite. Voilà, aux fiches d'intermédiation. Voilà. Donc, les fiches d'intermédiation, vous en avez 4 qui sont à votre disposition. Donc, ce sont des documents précontractuels que vous pouvez envoyer et préparer à partir du preneur. Mais vous pouvez, puisque c'est précontractuel, mais vous pouvez aussi les préparer à partir du contrat. Donc, à ce moment-là, votre contrat doit être en projet nouvelle affaire ou à partir de l'objet de risque. Évidemment, quand je pars du contrat ou de l'objet de risque, il y a déjà des champs qui seront précomplétés automatiquement dans le document. Mais sinon, je peux tout à fait le générer à partir d'un preneur. Alors, vous retrouvez tous vos documents légaux via la petite icône ici. Je suis dans mon preneur, donc créer fiche d'intermédiation. Si jamais j'étais sur un contrat, donc je vous le montre, quand je suis dans un contrat, eh bien j'ai l'option qui se trouve ici, créer fiche d'intermédiation. Je vais retourner dans mon preneur et je vais la préparer au niveau du preneur. Donc je vous disais, vous avez 4 fiches d'intermédiation. Alors, vous avez un pop-up, donc c'est un assistant qui va vous guider et qui va vous donner aussi accès à certaines informations qui viennent aussi de vos fédérations. Et donc, on va suivre cet assistant. Il va vous permettre de préparer et générer le document. Donc, 4 fiches d'intermédiation. Donc, quand je pars du preneur, ben, il ne peut pas savoir ce que je vais préparer. Si je pars d'un contrat, évidemment, il va tenir compte du domaine. Donc, une fiche d'intermédiation pour les assurances non-vie, une fiche d'intermédiation pour les assurances vie autres que épargne et investissement, une fiche pour les épargnes et les investissements et une fiche pour les épargnes long terme et les épargnes pension. Alors, je vais pas faire 4 fois la procédure, mais on va aller voir la première, la non-vie, qui est assez rapide et simple, et puis j'irai prendre la vie la plus complète, je vais dire, épargne et investissement, puisqu'elle parle aussi du bulletin financier. Et donc, je vais en faire 2, parce qu'il y a des choses à vous préciser au niveau du bulletin financier. Donc, je prends d'abord la non-vie. Alors, vous avez ici des paramètres. Donc, les paramètres, ce sont des paramètres généraux pour le bureau. Donc, vous la retrouvez, ça vous renvoie vers la signalétique courtier. J'en dirai un mot tout à l'heure. Donc, vous pouvez déjà paramétrer, ou en tout cas prévoir les champs par défaut. Ce n'est qu'un un pré-encodage. Rien n'empêche de le modifier encore au moment même. Donc, on ira voir rapidement les paramètres tout à l'heure. Mais donc, chaque fois que vous aurez des petits i, des petites bulles d'information, mais sachez que vous avez derrière un petit pop-up qui va s'ouvrir avec de l'information qui se trouve à votre disposition. Donc ici, vous allez retrouver les 4 types des fiches d'intermédiation sectorielles.
Cliquez ici pour obtenir l'info détaillée. Donc, quand je clique ici, en effet, je vais retrouver cette note explicative qui a été faite par les fédérations. Donc, vous voyez, Febramel, et donc qui vous donne toute l'explication technique voilà, que Portima n'est pas à même de délivrer. Donc, faites confiance à vos fédérations. Mais là, vous retrouvez toute l'information. Donc, sachez que chaque fois que vous avez des petits mots soulignés, enfin en tout cas en bleu ou des bulles, c'est de l'information qui est là pour vous aider. Propriété du document, donc le type de document, est-ce que je veux qu'il soit en PDF ou en Word? Donc, vous pouvez le prévoir dans vos paramètres. La langue du client, alors le nom du document, donc vous voyez que c'est assez long et donc si vous allez faire, si vous voulez demander la signature de ce document par la suite et utiliser l'application Connective Nitro, donc la signature, l'outil de signature digitale qui est à votre disposition en Brio, eh bien sur les serveurs de Connective, il y a je veux dire, un nombre de caractères limité, voilà, je cherchais mes mots, un nombre de caractères limité, donc veillez toujours à avoir un libellé qui est plutôt court. Je vais mettre, voilà, fiche intermédiation non-vie. Est-ce que le document doit être visible dans MyBroker si le client y a accès? Créer une activité, par défaut, on le conseille, bien entendu. C'est une trace de ce que vous faites et ça justifie de vos actes de gestion. Je peux dire, voilà, le client est face à moi et je vais lui faire signer directement par sa carte d'identité parce qu'il connaît son code PIN. Je vais demander une signature manuelle parce qu'il connaît pas son code PIN, il est devant moi, mais je vais imprimer, faire signer, scanner et re-ranger en Brio, ou je vais utiliser le pop-up de signature digitale via l'outil Connective Nitro. Donc, je vais choisir celle-là parce que le client n'est pas là. Configuration de la fiche client. Alors, première partie, la raison du contact. Pourquoi est-ce que le client vous demande ce produit ou une offre? C'est, alors, vous avez ici, dans raison de contact, le courtier indique la raison pour laquelle la fiche d'intermédiation est complétée. Donc, cette raison peut, par exemple, être pour une non-vie, parce que le client achète parce que, donc je vais d'abord aller mettre le domaine ici, auto, c'est par exemple parce qu'il achète une voiture d'occasion. Et donc ces raisons de contact, c'est aussi quelque chose que vous pouvez paramétrer. Donc on ira dans les paramètres enfin, après que j'aurai fait cette fiche. Et vous pouvez déjà les prévoir par domaine. Donc de cette manière, je ne dois plus aller taper la raison du contact au moment même, mais je n'ai plus qu'à choisir les principales. En tout cas, je peux déjà prévoir les principales. Donc, je ne suis pas encore obligée de les utiliser, je pourrais mettre une autre, mais ici, je vais utiliser celle qui existe, achat d'une voiture d'occasion. Et puis, vous avez le conseil. Donc, est-ce que le courtier, est-ce que vous fournissez le conseil ou pas? Donc, par défaut, il est mis oui. Si on met non, vous allez voir qu'à ce moment-là, vous allez devoir donner votre motivation, aller encoder le produit que le client souhaite, malgré un conseil qui est différent. Donc ici, je vais laisser le conseil coché. Le client demande d'assurer, je vais mettre, alors si j'étais partie de l'objet de risque, je pourrais aller, voilà, le rechercher. Je mets le véhicule. Le client confirme qu'aucun autre contrat pour ce risque n'a été conclu. La partie 3, le conseil, donc produit, donc XXX, ce que vous avez décidé et ce que le client souhaite. Et compagnie d'assurance proposée. Alors, type de conseil, notre bureau travaille avec les compagnies d'assurance, soit vous renvoyez vers votre site web, vous allez avoir la liste des compagnies, soit vous utilisez une liste des compagnies d'assurance que Brio va aller rechercher dans toutes vos signalétiques fiches compagnie qui sont présentes en Brio. Donc, pour qu'ils reprennent ces fiches compagnie sur votre liste ici, vous aurez la liste annexée derrière votre document, enfin en annexe, une page supplémentaire, et je vous montre tout à l'heure quel paramètre doit être coché dans votre Brio au niveau des signalétiques compagnie pour que
vos compagnies soient reprises dans votre fiche d'intermédiation. Motivation du conseil, donc ça, c'est votre spécialité. Donc, le courtier est tenu de fournir au client une recommandation personnalisée expliquant pourquoi ce produit particulier correspond le mieux à ses exigences et à ses besoins. Donc, ici, vous connaissez mieux que moi ce que vous devez mettre au niveau de la motivation. Si jamais ce n'était pas évident ou clair pour vous, je vous renvoie certainement vers vos fédérations qui sont plus à même de vous aider dans le remplissage de ces documents. Mais a priori, pour une auto et non-vie, ça ne devrait pas être trop compliqué. Le choix du client, est-ce qu'il suit le conseil ou pas? Une partie 4 qui concerne l'information. Donc, le client a reçu les informations complémentaires suivantes. Là aussi, une petite bulle qui vous dit, attention, vous êtes tenu de, pour une non-vie, de parcourir le document IPID, par exemple, et de le fournir au client. Donc, vous pouvez encoder à ce moment-là ce que vous avez expliqué et parcouru avec le client. Donc, un petit rappel, n'oubliez pas de parcourir et de lui fournir l'IPID et les conditions de ou des contrats de police qui sont choisis. Et dernier point qui est la rémunération. Alors, rémunération, donc les fiches d'intermédiation prévoient la possibilité d'une commission ou d'un honoraire à compléter. Donc ici, je vais laisser commission, mais sinon vous pouvez choisir. Quand j'ai complété, que j'ai parcouru donc l'ensemble de mon assistant, j'arrive à visualiser la fiche d'intermédiation. Donc, je vais avoir le document qui s'affiche, voilà, si j'ai deux écrans, je le mets sur l'autre écran. Je peux y revenir si jamais je veux encore modifier quelque chose via précédent. Sinon, j'accepte et j'enregistre. Le document est d'office préparé et comme j'ai choisi une demande de signature, le pop-up de signature s'ouvre automatiquement avec les différents canaux les possibilités que je propose au client et lui choisira la méthode avec laquelle il veut signer. Donc, j'envoie le document et donc ma fiche est envoyée avec la demande de signature. Donc, je reviens, cacher, montrer, mes documents liés, fiche d'intermédiation non-vie, elle est là à la date d'aujourd'hui, le petit sigle gris qui vous montre qu'il y a une demande de signature. Alors, j'ai parlé des paramètres de ces fiches d'intermédiation pour les raisons de contact, etc. Donc, quand je fais une fiche d'intermédiation, vous avez toujours dans l'assistant vers paramètres. Donc, ces paramètres vont vous envoyer vers la signalétique courtier. Donc, les signalétiques, les paramètres généraux pour l'ensemble du bureau. Et vous avez ici une option dans le menu accès, paramètres fiche d'intermédiation. Donc, je vais cliquer sur modifier. Donc, dans le premier onglet, c'est là que vous définissez est-ce que les propriétés du document qui seront déjà précomplétées quand vous ferez une fiche, est-ce que c'est PDF, est-ce que c'est un Word, est-ce que c'est visible en MyBroker, est-ce que je veux une activité, quel type de signature je vais proposer. Donc, par défaut, pas de valeur par défaut et vous la laissez libre au moment même. Donc, et la rémunération par défaut qui sera cochée. Donc, premier onglet, général. Et puis, on parlait des raisons de contact. Donc, je vous ai dit, vous pouvez, par domaine, aller déjà encoder les raisons de contact, les principales, on va dire. Donc, simplement en mode modification, dans l'onglet raisons de contact, ajouter raison de contact, vous allez dire le domaine et vous spécifiez, voilà, achat, voiture, d'occasion, par exemple. Si vous avez des collègues néerlandophones, mettez le libellé en néerlandais et vous enregistrez. Donc ça, vous les encodez une fois pour toutes et après, en fonction du domaine, elles apparaîtront au moment où vous faites la fiche client, la fiche d'intermédiation. Je bafouille, excusez-moi.
Donc, ça, c'était pour les paramètres, donc outils signalétique courtier et accès paramètres fiche d'intermédiation. Je vais revenir dans mon dossier de Monsieur Maréchal et je vous ai dit, vous avez 4 documents donc qui sont à votre disposition. Et je vous ai dit, OK, on va faire les 4 parce que l'assistance, c'est le même principe. Par contre, je vais vous montrer l'assistant et j'ai déjà fait la fiche d'intermédiation en arrière-plan, mais je vais la parcourir un petit peu avec vous au niveau de la vie, épargne et investissement. Donc, de nouveau, je peux le faire à partir d'un projet contrat, à partir d'un objet de risque ou à partir du preneur. Dans le preneur, vous savez que vous avez votre petit bouton qui reprend tous les documents à caractère légal, je veux dire, fiche d'intermédiation. Par défaut, il prend la première, mais je vais prendre vie, épargne et investissement. Donc, c'est la plus complète parce que, donc, vers les paramètres, propriété du document, tout ça, je veux dire, ne change pas, c'est la même chose. La signature, donc, j'ai une signature digitale. Les raisons du contact. Donc, vous voyez qu'ici, le domaine vie et placement est déjà alimenté et donc j'ai déjà toute une série de raisons de contact que j'ai été prédéfinir dans mes paramètres. Et puis, ce qui est important ici, c'est voulez-vous créer cette fiche d'intermédiation sans bulletin financier? Donc, la fiche épargne et investissement doit reprendre le bulletin financier qui est un petit peu l'équivalent de votre profil d'investisseur. Alors, c'est un bulletin financier qui peut être fait dans Brio et qui fera partie intégrante du document fiche d'intermédiation, ou vous pourriez très bien avoir un outil extérieur à Brio, comme par exemple Igor ou autre chose, et avoir déjà un profil d'investisseur et un bulletin financier et dire, ben moi je ne vais pas aller recompléter tout ça alors que j'ai un document qui existe éventuellement dans mon Brio, mais qui a été fait à partir d'un autre outil. Donc vous pouvez faire les deux. Alors, si je dis, voulez-vous créer 100 bulletins financiers, je vais dire oui. Et donc, si je mets 100 bulletins financiers, vous allez voir que quand j'arrive dans la partie, de bulletins financiers, cette section est vide car le bulletin financier a été généré en dehors de Brio. Pareil pour les préférences en matière de durabilité. Donc, à ce moment-là, vous aurez votre fiche d'intermédiation avec ces 2 sections vides et puis vous irez rajouter votre document bulletin financier. Il y aura 2 documents séparés. Par contre, donc ça, je voulais vous le montrer. Par contre, si je dis non, ça veut dire que je vais faire mon bulletin financier à partir de Brio. Et donc, s'il existe déjà un bulletin financier, eh bien, Brio va aller, est-ce qu'il est encore valable? Oui ou non? Parce qu'il pourrait être tout à fait valable. S'il a été fait il y a un mois ou une semaine, il peut être tout à fait valable. Je peux aller rechercher ce bulletin financier et les champs vont déjà être pré-complétés, quitte à être modifiés. Donc, ce bulletin est-il toujours d'actualité? Oui ou non? Donc, je vais mettre oui. Les préférences du client en matière durabilité telles qu'elles ont été discutées sont-elles toujours d'actualité? Si je dis oui, on va les reprendre. Si je dis non, je vais pouvoir à ce moment-là, dans la partie durabilité, aller adapter et rechanger. Ici, je vais dire, je vais laisser non, comme ça je vous le montre. Donc, un conseil est-il fourni au client? Donc, je vais laisser peut-être conseil au client. Et puis, vous allez compléter. Donc, le conseil par défaut, oui. Et puis, vous avez toutes les parties de cette fiche d'intermédiation. Donc, c'est quand même beaucoup plus long qu'en non-vie, puisqu'alors, vous allez devoir demander les exigences et besoins. Vous allez, dans le bulletin financier, devoir demander l'avis du client et l'importance qu'il donne à la durabilité des produits dans lesquels il veut investir. Est-ce que c'est important ou pas? Dans quel type de produit? Via quel pourcentage? Ses connaissances en matière de produits d'investissement, est-ce qu'il les a déjà utilisés, combien de fois, combien il investit, enfin toute une série de questions, ses connaissances en matière de produits vie, etc. Donc il y a toute une partie que vous allez devoir, donc il y a beaucoup plus de questions et vous devez parcourir ça avec votre client et compléter le document. Donc je vais
pas trop insister sur tous les champs. Donc, est-ce qu'il souhaite bénéficier d'une déductibilité fiscale? Comment est-ce qu'il souhaite payer sa prime de manière périodique ou pas? Quel est le montant, voilà, qu'il veut verser? Combien de temps l'argent peut-il rester bloqué? Donc, exigences spécifiques. Donc, de nouveau, existe-t-il d'autres exigences spécifiques du client à noter dans la case qui correspond? Et puis, j'ai le partie 2, bulletin financier. Donc, vous voyez que tous les champs sont déjà pré-complétés parce que j'utilise un bulletin financier qui a déjà été fait dans Brio. Si ce n'est pas le cas, ben, vous devez parcourir ceci avec le client, connaissances et expériences par produit. Connaissances et expériences relatives à d'autres produits financiers, sa situation financière, donc patrimoine, les biens mobiliers, les biens immobiliers, sa situation financière, donc si elle n'a pas évolué, ok, la capacité d'épargne, les objectifs d'investissement et donc le délai, le comportement face au risque, donc tout ça est déjà pré-complété. Et donc, la partie préférence en matière de durabilité, donc j'ai mis oui, c'est important et il souhaite que son produit contienne un ou plusieurs aspects. À ce moment-là, on a déjà prédéfini ça dans le bulletin financier précédent. Si j'avais mis non, j'aurais pu ici modifier et adapter en fonction des nouvelles préférences du client. Partie 4, le conseil. Donc, vous lui conseillez le produit XX. Ce produit correspond aux préférences du client en matière de durabilité. Le type de conseil, donc de nouveau la liste des compagnies. La motivation, donc le pourquoi du comment. Et la partie information, donc pour une assurance vie, la fiche info financière, le kit, etc. que vous devez parcourir avec le client et lui fournir. Et la partie rémunération. Alors, comme j'ai fait le bulletin financier à l'aide de Brio, je vais d'abord visualiser le résultat du bulletin financier. Et donc, vous allez voir qu'on n'avait pas un libellé de profil dynamique ou classique, je vais dire, mais une jauge qui vous dit, ben, voilà, en fait, les connaissances, la situation financière, peu de moyens financiers, larges moyens financiers, peu de connaissances, beaucoup de connaissances. Et en fonction de toutes les réponses aux questions, Brio a été positionné le client sur la jauge. Maintenant, rien n'empêche, vous avez aussi cette possibilité-là de dire, ben non, moi je sais que il a plus de moyens. Donc à ce moment-là, vous allez cliquer sur oui et vous allez avoir une nouvelle jauge et vous pouvez mettre ce que vous considérez avec la motivation. Donc ça c'est pour les jauges. Si vous changez la jauge, ben, les deux jauges apparaîtront sur votre document. Les préférences en matière de durabilité. Et donc maintenant je peux visualiser la fiche d'intermédiation. Alors il va me préparer le document, accepter et enregistrer. Et donc, automatiquement, comme j'ai choisi de demander la signature, envoyer une demande de signature est présent. Donc, je vais reprendre mon preneur, je vais reprendre mon adresse email, s'il a un téléphone, les 3 options, les dates que vous connaissez au niveau de la signature, du traitement de la signature, et je vais envoyer le document. Voilà. Et donc, j'ai mon document qui vient de se mettre avec le petit sigle qui me dit que j'ai fait une demande de signature. Alors, je l'ouvre pour que vous le visualisiez. Voilà. Donc, vous allez retrouver votre document qui reprend tous les champs que j'ai cochés, le montant, la partie 2, bulletin financier, qui est donc intégrée à ma fiche d'intermédiation. Donc,
je vais retrouver toutes les connaissances et les informations relatives aux produits, donc tout mon bulletin financier. Je vais retrouver le conseil, la partie information. Je vais retrouver le bulletin financier qui est joint à ma fiche d'intermédiation et je vais retrouver les jauges. Et donc, si vous avez dérogé aux jauges, ben, vous verrez les deux avec votre motivation et ma liste des compagnies. Et le document explicatif des fédérations avec les explications plus techniques. Voilà au niveau de la fiche d'intermédiation. Donc voilà, c'est avant de terminer sur les fiches d'intermédiation, encore peut-être le paramétrage. Donc je vous ai dit, pour que la liste des compagnies apparaisse sur votre document, eh bien, je vous montre, il faut aller dans les fiches compagnies. Je vais prendre une compagnie au hasard. Je vais en mode modifier. Je vais fermer mon volet ici. Voilà, donc je vais en mode modifier et dans l'onglet Général 2, au niveau de compagnie à reprendre sur la fiche d'intermédiation, vous avez un champ pour les reprendre en vie et les reprendre en non-vie. Donc vous pouvez venir cocher ou décocher ces cases et les compagnies dont les cases sont cochées seront reprises sur la liste. Et voilà, je pense que j'ai fait un tour de la question au niveau des fiches d'intermédiation. Donc, c'est un outil qui est indispensable dans votre gestion. Les documents sont vérifiés et validés par les fédérations et elles sont à votre disposition. Il n'y a plus qu'à les utiliser. Donc voilà, je vais revenir à mon PowerPoint, à mes fiches d'intermédiation. Et donc, je vous ai dit aussi tout à l'heure que on allait parler d'un deuxième point qui concerne le workflow. C'est une nouvelle fonctionnalité. Donc, nouvelle fonctionnalité. Alors, c'est quoi un workflow? C'est un processus. Donc, le but d'un workflow, c'est vraiment de simplifier, d'automatiser autant que possible et de rationaliser des procédures qui sont récurrentes dans l'organisation de votre travail au niveau du bureau de courtage. Et donc, pour vous faire gagner du temps et pour que tout le monde travaille de la même manière dans le bureau. Et donc, le premier workflow qu'on a choisi d'implémenter, c'est le workflow qui concerne le renom, les résiliations. Donc, vous savez que la législation a changé, sans rentrer dans les détails en fonction de certains types de contrats. Au-delà de la première année, le client peut demander la résiliation du contrat à n'importe quel moment. Et donc, en général, pour un workflow renom, qu'est-ce que vous devez faire? Et c'est toujours la même chose. A priori, vous allez devoir préparer un document que vous allez devoir faire signer par le client d'une manière ou d'une autre. Soit s'il est présent, vous le faites signer avec sa carte d'identité. S'il connaît pas son code PIN, vous imprimez, vous faites signer manuellement. Soit vous demandez la signature avec notre outil Connective Nitro. Donc, vous préparez le document, vous l'envoyez au client. Celui-ci va signer ce document. Et puis, le document revient signé, vous le rangez en brio. Et puis, la troisième étape, c'est bien sûr ce document, vous devez l'envoyer à la compagnie, à l'adresse, par email, à l'adresse correcte, ou en tout cas, au bon service concerné. Et donc, Portima a mis en place un workflow, c'est-à-dire un processus qui va enclencher les étapes les unes après les autres. Bien sûr, à un moment donné, il est possible que il s'interrompt, évidemment. Donc, quand vous allez préparer le document, si vous envoyez le document pour le faire signer, le workflow, le processus va s'arrêter temporairement. Et puis, par la suite, quand vous allez réintégrer le document signé, Brio va détecter qu'il y a un workflow et donc il va recommencer et poursuivre, enchaîner, donc reprendre le workflow et à ce moment-là, il va envoyer le document signé par email à la compagnie à la bonne adresse. Alors, et donc je vous propose d'aller voir maintenant
en Brio comment se passe ce processus et ce workflow. Donc, je vais partir de mon Brio. Je vais partir d'un client. Voilà. Alors, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que la lettre de renom, vous pouvez la préparer soit à partir du preneur. Donc, si le contrat n'existe pas dans votre portefeuille, vous avez la possibilité de partir du preneur. À ce moment-là, vous devrez compléter les informations, le contrat, la compagnie, le numéro de contrat, etc., votre référence. Vous devrez encoder ça manuellement. Deuxième option, le contrat existe dans votre portefeuille. Alors, petite remarque pour un contrat, s'il est dans votre portefeuille et que vous résiliez, eh bien, vous pouvez faire la création du projet avenant, l'avenant de résiliation. Si on change de compagnie, vous pouvez aussi faire l'option déplacer pour aller le mettre sur la bonne compagnie. Donc, je vais ici dans mon client et je vois que j'ai mon contrat qui est en projet avenant. Donc, je vais partir de mon contrat. Alors, je clique sur mon contrat, voilà. Je vais retourner, j'ai pas montré, mais si vous devez établir la lettre de renom à partir du preneur, mais c'est dans le petit bouton qui regroupe tous les documents à caractère légaux et législatifs. Donc, vous l'avez ici, créer lettre de renom. Mais donc, moi, je vais partir du contrat qui est en projet avenant. Voilà. Et donc, dans mon contrat, je vais, dans le menu Accès, créer lettre de renom. Donc, comme je suis partie de mon contrat, donc il ouvre un pop-up et automatiquement, Brio propose la lettre qui a été implémentée. Donc, c'est une lettre que Brio a inséré dans vos bases de données. Donc, la langue du preneur est reprise par défaut. La langue à utiliser pour la lettre, je pourrais changer. La lettre type, il va rechercher cette lettre que nous avons implémentée dans vos bases de données, qui est une lettre qui a été aussi validée par les fédérations. Je suis partie du contrat, donc il me propose la compagnie, le numéro de contrat, le type de police, le numéro de compte producteur, éventuellement votre référence. Et puis, important, donc c'est un document qui va devoir être signé et donc je suis partie d'un preneur personne morale. Donc pour une personne morale, qui est-ce qui va signer les documents légaux? Le gérant, il faut que ce soit une personne physique qui ait une adresse email. Donc si je n'ai qu'un seul gérant, il va aller le reprendre. Si j'en ai deux, je vais aller me chercher moi comme gérant. Et puis la raison du renom, donc est-ce que le client résilie à l'échéance? Alors, chaque fois que vous allez choisir un motif, vous allez voir que vous avez une explication légale différente qui va s'afficher. Résiliation soit à l'échéance, soit une résiliation infra-annuelle, soit la résiliation pour cause d'augmentation de tarifs. Vous devez au nom aller choisir la nouvelle compagnie. Donc, je vais aller chercher avec la loupe la nouvelle compagnie. Et donc, une fois que les informations sont encodées, je peux cliquer sur OK. Alors, deuxième pop-up, donc j'ai ma lettre de renom avec les options auxquelles vous êtes habitués. Donc, est-ce que je dois la mettre visible dans My Broker? Et puis, demander la signature du document. Oui, envoyer une demande de signature. Et alors, ça va partir via l'option de signature digitale connective. Donc, vous allez définir les possibilités de signature et la personne qui va signer choisira ce qu'elle veut, la méthode qu'elle va utiliser. Oui, faire signer dans Brio avec EID. À ce moment-là, vous allez insérer directement la carte d'identité et la personne devra mettre le code PIN. Soit non, à ce moment-là, vous allez imprimer et donc signer manuellement, scanner et réintégrer en Brio le document. Donc ici, je vais proposer une demande de signature. Donc,
Bien sûr, vous n'oubliez pas, comme d'habitude, d'aller changer éventuellement les descriptions, je vais l'appeler lettre renom, les descriptions du document MyBroker et de l'activité. Donc, imprimer va vous permettre d'imprimer pour faire signer ou générer le document en PDF. Alors, c'est aussi une option dans les paramètres que l'email part automatiquement ou que vous deviez passer confirmé par le document. Donc, voilà que mon document est envoyé. Voilà, et bien sûr, envoyer la demande de signature, c'est la lettre de renom. C'est une personne morale et donc ici, ce qui est important, c'est que plutôt que de l'envoyer au preneur personne morale, je vais aller choisir une relation et je vais aller choisir le gérant qui peut signer, qui va signer le document et je vais mettre son adresse email. Donc à partir de ce moment-là, initier la demande via MyBroker, vous avez la possibilité de l'envoyer directement ou de l'éditer, les options de la signature auxquelles vous êtes habitué. Je vais l'envoyer directement. Donc, vous aviez vu sur la gauche de l'écran la lettre de renom qui a été préparée. Et donc, maintenant, j'envoie la demande de signature. Donc, quand, voilà, ce sera parti, je vois que, après un petit refresh, la lettre a bien un sigle de demande de signature pour ma lettre de renom. Donc ça, c'est la première partie du flow. J'ai demandé la signature. Donc le flow va s'interrompre automatiquement. Et donc maintenant, je vais devoir attendre que le client me renvoie via son gérant le document signé. Petite remarque, si vous signez directement avec la carte d'identité parce que vous êtes en face à face avec le client, ben à ce moment-là, le workflow continue et Brio propose d'enchaîner avec l'envoi de la lettre signée directement à la compagnie par email. Si je reviens à mon PowerPoint par rapport à ça, donc préparer le workflow de résiliation, donc demander la signature, c'est ce que je viens de faire, interruption de la procédure, donc remarque, si vous signez directement, le workflow continue, si vous signez manuellement, vous imprimez le document, le client signe, vous le remettez en Brio, attention au moment où vous le remettez en Brio, il y a deux éléments qui sont hyper importants, vous devez signifier le type de document et vous devez choisir lettre de renom et vous devez bien mettre que le document contient une signature manuelle. Pour le reste, la troisième étape du workflow, c'est l'envoi du document signé à la compagnie par email directement à la bonne adresse mail parce que Assuralia nous a fourni les adresses email qui ont été implémentées automatiquement dans vos bases de données. Donc, pour toutes les compagnies qui adhèrent à cette convention, ces adresses email sont déjà précomplétées, vous ne devez rien faire, donc le workflow va s'enchaîner directement. Je vais revenir en brillant et je vais simuler, donc j'ai demandé la signature à mon client, eh bien je vais maintenant attendre le retour du document signé et voir qu'est-ce qui se passe quand ce document revient signé. Alors pour ce faire, je retourne en Brio. Donc, alors je vais changer de client, puisqu'ici je vais prendre un autre client, voilà, aussi une société, et donc vous allez voir que à partir, j'ai aussi un contrat qui est en projet avenant. Voilà. J'ai demandé une lettre de renom. Il y a une demande de signature. Et je vais retourner via, par exemple, via mon preneur, dans les messages, traiter les documents signés. Donc là, c'est vraiment le document qui a été signé par le gérant de la société, puisque c'est une personne morale. Le workflow va reprendre automatiquement. Donc, vous allez voir comment ça se passe. Moi, j'intègre le document signé. Donc, avec l'intégration rapide, j'enregistre.
Et là, automatiquement, vous avez un pop-up. Donc, Brio vous dit, nous avons constaté que le document fait probablement partie d'un processus de renom. Donc, après avoir intégré ce document, voulez-vous que le processus continue et voulez-vous envoyer le document signé à la compagnie par email? Donc, enchaîner le workflow. Ben, bien sûr, je vais dire oui. Donc, ici, j'ai envoyé lettre de renom. Donc, c'est un email qui va partir à la compagnie. Donc, vous voyez que cet email, il est aussi prédéfini et il a été injecté dans vos bases de données. Donc, l'adresse de la compagnie est mise et donc le motif est repris. Et donc, paramètres d'envoi, éditez l'email avant de l'envoyer à la compagnie si vous vouliez encore ajouter quelque chose, mais par défaut, ce n'est pas coché. Et donc, vous avez le texte qui correspond au motif de résiliation. Donc, je vais faire OK. Voilà. Et je vais voir que l'email vient se mettre dans les documents liés, que j'ai une activité et l'email est parti directement à la compagnie. Et donc, je vous ai dit que Assuralia nous fournit toutes ces adresses email, donc vous ne devez rien faire. Alors, je vous montre ce petit paramétrage. Donc, si je vais dans une fiche compagnie, peu importe, alors une compagnie, ah oui, si je prends preneur, ça n'ira pas, pardon, une compagnie AXA, c'est au niveau de l'onglet Général 2 que vous verrez la convention lettre de renom. Et vous voyez que quand c'est une compagnie qui a adhéré à la convention, vous ne savez pas adapter la lettre. Et donc, Assuralia tient cette liste à jour et met à jour automatiquement les adresses email qui sont répercutées dès lors en Brio. Maintenant, si c'est une compagnie qui n'adhère pas à cette convention, je ne sais pas si j'ai BDM, je vais prendre la première qui n'est pas vraiment une compagnie, mais donc simplement pour vous montrer, je rentre dans la compagnie et donc là, au niveau de la convention lettre de renom, il vous est tout à fait possible d'encoder votre adresse mail pour la compagnie. Ça, c'était le premier paramétrage au niveau des adresses email. Maintenant, les paramètres vraiment proprement dit au niveau du workflow, vous allez les retrouver comme d'habitude dans les paramètres généraux pour tout le bureau via le bonhomme, signalétique paramètres courtier. Et via, je vais fermer mon volet ici. Voilà. Et via le menu accès, vous avez paramètres workflow. Donc, pour le moment, on n'a que le workflow renom. Donc, premier paramètre, éditer l'email avant de l'envoyer à la compagnie. Ça, c'est vraiment pour vous donner la possibilité de rajouter quelque chose, mais a priori, ça n'est pas nécessaire. Donc, vous voyez que ça n'est pas coché. Et puis, je vais retrouver les lettres de renom qui ont été mises dans votre base de données, la lettre de renom à partir d'un preneur, la lettre de renom à partir d'un contrat et le modèle d'email vers la compagnie. Donc, vous avez les trois modèles. Donc, vous savez que si vous voulez accéder à la modification via le petit dossier, vous pouvez modifier la lettre et aller adapter. Donc voilà, ça c'était un petit tour d'horizon sur cette nouvelle fonctionnalité de workflow, le workflow renom résiliation. Petite remarque, vous savez aussi que ça n'est pas valable pour tous les contrats. Pour les contrats loi, accident de travail, une signature manuscrite et un envoi recommandé sont toujours nécessaires. Et donc ça c'était une petite remarque. Donc je retourne à mon PowerPoint pour passer au point suivant. Et c'est le dernier point qui concerne les obligations légales ou en tout cas les outils qui sont à votre disposition et ça concerne le blanchiment d'argent, donc le niveau de risque de votre preneur dans votre Brio et on appelle le niveau de risque, le scoring. Donc, vos preneurs vont avoir un score, un niveau de risque qui va être calculé automatiquement par un outil qui est à votre disposition en Brio. Et donc, c'est le scoring AML, le scoring anti-blanchiment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur base de certains champs,
on a un algorithme qui a été préparé et validé avec vos fédérations. Et donc, sur base de certains champs, vous allez avoir un score qui va être défini pour vos preneurs. Un score, un niveau de risque au niveau de l'anti-blanchiment. Pour ça, l'algorithme va se baser sur certains champs et surtout sur les valeurs que vous aurez mises dans le champ. Par exemple, pour une personne physique, la nationalité est importante. C'est clair que si c'est la nationalité, dans les valeurs, vous allez mettre un pays qui ressort de l'Union européenne, le score sera égal à 0, ce sera un score faible. Que si la nationalité est un paradis fiscal, ben, votre score va être obligatoirement élevé. Maintenant, c'est pas un champ en particulier, c'est un ensemble de champs. L'algorithme calcule en fonction de plusieurs champs au niveau du preneur et donc il va délimiter, il va donner un score, un niveau de risque au niveau du preneur. À côté de ça, il va faire la même chose au niveau des contrats vie et il va prendre, donc il y a aussi certains champs qui doivent être encodés dans les contrats vie et donc il va prendre le contrat vie qui a le score le plus élevé, qui va combiner avec le score preneur pour avoir ce qu'on appelle un score combiné. Donc, il y a certains critères qui vont intervenir. Ce qui est important à savoir, c'est aussi le fait de ne pas compléter les champs, donc de ne pas mettre de valeur du tout, a aussi un impact négatif sur le score. Donc, on ne rappellera jamais assez l'importance d'un encodage précis et correct. Alors, quels sont ces champs? Donc, je l'ai dit, je les énonce déjà ici clairement. Après, on ira voir dans Brio que pour vous faciliter la tâche, ben, on vous les montre regroupés. Comme ça, vous pouvez tout de suite aller vérifier l'encodage. Donc, pour tous les preneurs, aussi bien personnes physiques que personnes morales, on va regarder l'ancienneté du preneur et on va regarder, bien sûr, les contrats vie, mais aussi le nombre de contrats. Et donc, ça, c'est pour obtenir le niveau de risque combiné. Alors, petite remarque sur l'ancienneté du preneur, c'est ce qui va compter, c'est la date de création en Brio. Et donc, pour avoir eu le cas dernièrement, le fait que si vous connaissez par exemple un couple de clients, mais il n'y a que monsieur qui est encodé depuis 20 ans, et puis pour une raison X, madame maintenant est encodée en Brio et vous la créez comme preneur maintenant, eh bien c'est la date de création qui va compter. Et un client qui est encodé récemment avec une date de création dans les 12 derniers mois aura un score plus élevé qu'un client qui est dans Brio depuis 20 ans. Alors, mettre que vous connaissez le client depuis 20 ans n'est pas une motivation parce que vous allez voir que vous pouvez déroger au niveau de risque qui est défini par Brio. Ça n'est pas conseillé. Quand vous dérogez, vous devez mettre une motivation qui génère une activité de type anti-blanchiment, mais clairement, une motivation qui dit je connais le client depuis 20 ans, ça n'est pas une motivation qui sera acceptée par la FSMA en cas de contrôle. Donc, on ne conseille pas de déroger au calcul qui est fait par Brio. Et par contre, si vous avez un souci, moi je vous invite à contacter votre fédération pour voir comment résoudre le cas. Mais bon, un client qui est encodé il y a un mois, ben, l'année prochaine, son score va déjà diminuer et donc c'est normal qu'on tienne compte de ce paramètre. Donc l'ancienneté du preneur, date de création en Brio, nombre de contrats. Clairement, un client qui a 10 contrats aura un niveau de risque plus faible que le client qui n'a qu'un seul contrat chez vous, même si c'est pas un contrat vie. Ça, c'est pour les critères généraux. Après, je vous ai dit qu'il y a certains champs qui sont importants. Pour une personne physique, c'est la nationalité, le statut fiscal, le statut social, la profession et le secteur d'activité, même si c'est pas toujours évident de les compléter en Brio, mais on a déjà pas mal amélioré les critères de recherche pour aller rechercher une profession ou un secteur d'activité et la personne politiquement exposée. Donc, pour une personne morale, c'est la nationalité, la forme juridique, le statut fiscal et le secteur d'activité. Alors, quand je suis en Brio, je vais retourner dans mon Brio et je vais retourner chez mon client, Maréchal.
Alors, ce score AML, donc le niveau de risque de votre client, il est représenté ici via un bouton. Donc ici, on voit que son score AML est standard. C'est le score combiné. Donc, on a pris les champs preneur et on a pris les champs contrat du contrat vie qui a le score le plus élevé. Donc, si je clique sur le bouton, automatiquement, Brio tient compte, si j'ai rajouté un contrat, il tient compte du nombre de contrats et il tient compte des adaptations. Alors, au niveau du preneur, le score est faible. Donc, si je ne sais plus quels sont les champs qui doivent être encodés au niveau du preneur, je clique ici et j'ai tous les champs qui sont regroupés sur cette même fenêtre. Donc, c'est la nationalité, le statut fiscal, le statut social. Alors, pour un pensionné, bon, c'est clair qu'il n'a plus de profession, mais je pense qu'on peut toujours encoder la dernière profession connue. Par exemple, je vais mettre employé, donc employé de bureau, et voilà, je vais mettre au niveau du secteur renseignement, par exemple. Donc, n'hésitez pas à noter sa dernière profession. Personne politiquement exposée, donc important de mettre non, de ne pas laisser néant. Si vous laissez néant, c'est comme si c'était pas rempli, et donc c'est un score plus élevé que si vous mettez non. Donc là, vous pouvez facilement adapter les champs qui jouent et qui jouent un rôle dans le calcul de l'AML. J'enregistre. Alors, vous avez le score du preneur, vous avez le score des contrats, et donc vous voyez qu'ici, au niveau de l'AML contrat, dans les contrats vie, j'ai un contrat vie qui a un score visiblement élevé, et donc le cumul des deux fait un niveau standard. Donc, je vous disais que vous pouvez déroger et dire non, moi, je considère que le preneur est faible parce que son contrat, c'est un contrat tout à fait classique. Alors, vaut mieux avoir une motivation, comme je le disais tout à l'heure, qui tient la route et qui va être acceptée, parce que clairement, quand vous dérogez à un score, c'est la première chose peut-être que vous aurez à justifier en cas de contrôle par la FSMA. Donc, à ce moment-là, je vous invite à prendre contact avec votre fédération. Donc ici, je ne vais pas déroger. Je vais revenir au niveau des contrats. Et donc, je vais prendre... Donc, vous savez que quand vous cliquez sur un contrat vie, vous avez dans le résumé toujours le score qui est encodé ici. Je vais aller peut-être au suivant qui a ici visiblement un score élevé. Donc, vous allez voir qu'ici, peu de champs sont complétés. Et quand je retourne dans mon PowerPoint, je vais avoir les champs au niveau des contrats vie. Et c'est le type de police, c'est le type de fiscalité, la présence de fonds, oui ou non, vente à distance, oui ou non, la présence d'une clause hypothécaire, le total de prime annuelle et l'origine du paiement de la prime. Alors, petite remarque sur la prime annuelle, vous savez que dans votre onglet gestion en brillant, c'est la prime fractionnée. Donc, si vous voulez avoir le calcul, vous devez faire le calcul en fonction du fractionnement. Donc, en brio, n'hésitez pas à vérifier votre encodage. Et donc ici, je vois que le score est élevé. Ce que je voulais encore vous montrer, voilà, j'avais un petit trou de mémoire. Donc, au niveau de l'onglet Général 2, tout à fait en dessous, vous avez le champ anti-blanchiment qui vous met qu'il est élevé. Et si vous laissez votre curseur dessus, vous allez voir qu'ici, le score calculé, donc en fonction de tous les champs, est 26. Alors, si vous avez un doute et que ça ne vous semble pas logique, n'hésitez pas de contacter Portima. On essayera avec les champs et avec l'algorithme établi par les fédérations de trouver l'explication par rapport au score. Donc voilà, ça c'était pour les champs contrats. Donc je reviens à mon PowerPoint. Alors, petite remarque encore, donc au niveau du scoring, donc le score combiné, le score preneur, le score contrat, le score combiné. Donc certains d'entre vous devront peut-être compléter le questionnaire FIMIS. Donc vous savez que pour vous aider à remplir ce questionnaire, on vous a préparé toute une série de sélections qui se trouvent dans la bibliothèque de sélections et rapports. Si vous tapez FIMIS, vous allez retrouver toutes les sélections avec le numéro de la question. Donc, je vous remontre
en vitesse, je vais dans la bibliothèque, l'onglet bibliothèque. Si vous cherchez FIMIS, voilà, vous avez toutes les sélections qui vous aident à répondre au questionnaire. Maintenant, je vous disais dans Brio que quand je reviens à mon preneur, le simple fait de cliquer sur le bouton relance le calcul, donc il va vérifier s'il y a des nouveaux contrats, le nombre de contrats et si vous avez adapté certains champs. Maintenant, avant de répondre au questionnaire, c'est bien, vous n'allez pas aller faire ça dans chaque client pour être sûr d'avoir la dernière version. Et donc, on vous a mis un utilitaire qui permet de relancer le calcul du niveau de risque pour tous vos preneurs en une seule fois, en une seule étape. Et cet utilitaire se trouve via la roue crantée dans le menu outils utilitaires, donc l'utilitaire général. Et tout à fait en dessous, vous avez calculer, voilà, niveau de risque, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme. Donc, ce programme va permettre de calculer le niveau de risque pour tous les preneurs d'assurance et leurs contrats en une fois. Vous cliquez sur OK et donc on conseille, vous lancez la mise à jour et puis vous allez rechercher les sélections pour répondre au questionnaire. Donc, je vais actualiser la vue. Quand le résultat est terminé, il vous dit qu'il a mis à jour. Voilà, je pense que ça clôture un petit peu le troisième point au niveau des outils qui sont à votre disposition. Donc, ceci concernait le scoring AML, l'anti-blanchiment. Alors, avant de clôturer, au niveau, en vous rappelant bien sûr que vous avez les accès à MyPortima pour les accès aux tutoriels et aux formations, je voudrais quand même, j'ai rajouté un petit slide qui vous montre les adaptations. Donc, d'une part, on suit les évolutions de la législation, donc en collaboration avec les fédérations, mais aussi les demandes d'amélioration pour que ce soit encore plus facile et plus intuitif pour vous. Et donc, les adaptations, les demandes d'amélioration qui sont en cours dans les mois à venir, donc pour fin 2025-2026, c'est premièrement une mise à jour automatique lors d'une adaptation dans un contrat. Pour le moment, vous devez encore faire un clic via la roue crantée. Donc là, maintenant, ce sera automatique. Dès que vous allez faire la modification, ce sera mis à jour automatiquement. La prise en charge des UBO, donc dans le score des entreprises. Pour le moment, les UBO n'ont pas de score, donc le but c'est de leur en mettre un. Et donc, si une entreprise a un score faible ou standard, mais que son UBO a un score élevé, vous ne pourrez plus avoir un score faible ou standard pour l'entreprise. Donc, il ne sera plus possible pour une entreprise d'avoir un score plus bas que celui de son UBO. Et puis, on a dit que vous aviez la possibilité d'adapter le score et de déroger au calcul automatique qui est fait en Brio via une motivation qui sera reprise dans les activités de type anti-blanchiment, même si c'est déconseillé, puisqu'en cas de contrôle FSMA, il faut que ce soit des motivations qui tiennent la route, mais pour le moment et actuellement, n'importe qui peut aller encoder une motivation manuellement. Et donc, l'idée, c'est que l'accès à cette modification manuelle du scoring AML ne soit plus ouvert à tous les utilisateurs, mais soit bloqué, limité à certains utilisateurs qui feraient, par exemple, partie d'un groupe, par exemple, un groupe LRA. Donc voilà, ça, ce sont les demandes d'amélioration qui arrivent dans les mois à venir, qui sont dans le pipeline. Et puis, pour terminer, parce que je pense que ça fait déjà longtemps que je parle, je vous rappellerai quand même que vous avez toujours, à partir de Brio, accès à myportima.com où vous retrouvez tous les tutoriels, donc les nouveaux tutoriels sur le workflow Renault y sont. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous avez un doute. Ça vous rappelle morceau par morceau en quelques minutes les explications, les formations en ligne. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous les regardez quand vous voulez et à votre propre rythme. Et si jamais vous avez une question, bien sûr notre Brokers Contact Center est à votre disposition. Mais pour ma part, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite bon travail avec ces outils qui sont à votre disposition et à très bientôt.